Et si les ouragans ravageaient la Terre, traversant tous les océans? Des tempêtes périodiques à l'échelle mondiale qui impactent même les côtes du Québec. Entre adaptation et résistance, humains comme animaux ont évolué pour faire face. Bienvenue dans Et si, dans un autre univers, le laboratoire du réel où nous prenons un malin plaisir à mettre notre belle planète bleue sans dessus-dessous. Je suis Doc et accompagné de mon tempétant photon pour ce dernier épisode de l'année. Nous allons vous offrir toute une tornade d'émotions. Et si notre planète était soumise à des cyclones permanents qui balayent chaque océan, de quoi décoiffer notre bonne amie Sarah, même au cœur des terres du Bas-Saint-Laurent. Mais tout d'abord, ouragan, cyclone, typhon, quelle est la différence entre tous ces phénomènes? Attention de ne pas tomber de votre chaise, car ces trois phénomènes sont la même chose. Et oui, à quelques nuances régionales près, il s'agit du même phénomène météo, soit une énorme tempête tropicale avec des vents dépassant les 119 km/h, des pluies diluviennes et des nuages tournant en spirale comme une toupie géante. La différence entre les trois, c'est la géographie et quelques critères de classification météorologique. Si une telle tempête se forme dans l'Atlantique Nord ou le Pacifique Nord-Est, soit vers l'Amérique du Nord, on parle d'ouragan. Si elle naît dans le nord-ouest du Pacifique, soit dans le coin de l'Asie, là, c'est un typhon. Et si la tempête éclate dans l'océan Indien ou le sud du Pacifique, du côté de l'Afrique, de l'Inde ou de l'Australie, on parle alors de cyclone. Bref, question de ne pas vous répéter 403 fois l'un de ces trois termes dans les oreilles tout au long de l'épisode, je vais utiliser les trois mots à tour de rôle pour ne pas faire de jaloux. De toute façon, si les typhons étaient un phénomène mondial, la géographie et les continents actuels que nous connaissons seraient bien différents. Mais avant tout, comment ça se forme un cyclone? Pour qu'une tempête tropicale se forme, il faut 4 ingrédients magiques. De l'eau de mer bien chaude, sur des dizaines de mètres de profondeur, d'au moins 26 degrés Celsius s'il vous plaît. Une atmosphère très humide, prête à former des nuages et des orages. Des vents qui ne changent pas trop de direction ou de force avec de l'altitude, pour éviter que la tempête ne se disloque. Ainsi qu'une distance d'au moins 5 degrés de l'altitude de l'équateur. Et oui, car une fois les 3 premiers ingrédients rassemblés, il faut être suffisamment loin de l'équateur pour retrouver notre bonne vieille amie Coriolis. Vous savez, la force Coriolis dont nous avons parlé dans notre épisode sur la magnétosphère. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Imaginez un objet en déplacement. Il suit une trajectoire linéaire. Mais si vous placez cet objet en mouvement sur un autre qui suit une trajectoire circulaire de rotation, vous remarquerez que le premier objet est dévié vers une trajectoire courbe. Cette déviation est la force Coriolis. Si on observe le mouvement de mon objet du dessus, on remarque que la force de Coriolis l'a poussé perpendiculairement à sa trajectoire, alors qu'il a suivi une courbe vers la droite. Ce qui est fascinant, c'est que dans l'hémisphère nord, cette déviation fait tourner les masses d'air vers la droite, alors que dans l'hémisphère sud, c'est vers la gauche. Mais à l'équateur, la force de Coriolis est nulle, et aucun cyclone ne peut s'y former. Revenons aux eaux chaudes et à l'atmosphère humide. Quand l'océan est très chaud, l'air au-dessus s'humidifie et s'élève rapidement. Cela crée un vide à la surface de l'océan, une zone de basse pression qui va être comblée par l'air environnement qui est attiré. Cependant, alors que cet air est aspiré vers le centre, il commence à tourner en spirale autour de la zone à basse pression à cause de la force de Coriolis. Sauf que le phénomène ne s'arrête pas là. Plus l'air s'élève, plus il se refroidit. La vapeur d'eau se condense, libérant de la chaleur qui fait monter encore plus d'air. Cela cause un cycle qui s'auto-alimente et fait grossir la tempête. Ça y est, l'ouragan est né. Cet ouragan va maintenant se déplacer, porté par les vents. Pour survivre, ce cyclone a toujours besoin de ses ingrédients initiaux. Tant qu'il est un océan chaud, il continue de pomper de l'énergie et de l'humidité, pouvant même se renforcer. Mais dès qu'il rejoint la terre ferme ou entre dans une zone d'eau plus froide, il s'affaiblit et finit par disparaître. Surtout s'il rencontre des vents forts qui le désorganisent. Bien, maintenant que vous savez ce qui attend Photon, Hey!
et moi, ce qui attend Photon et moi, voyons voir comment la Terre aurait pu évoluer en une planète constamment ravagée par de telles tempêtes. Dans notre réalité, les ouragans se forment surtout dans les tropiques, là où l'eau est chaude et l'air moite. Mais aujourd'hui, on va s'assurer que c'est le cas partout sur Terre. Et tout part d'un peu plus de chaleur. En faisant augmenter la chaleur des océans, on permet également une évaporation plus importante. On ferait d'une pierre deux coups. Mais comment faire augmenter la chaleur des océans à ce point? Eh bien, je vais choisir une option qui va favoriser le déplacement et la propagation des typhons. Des continents plus petits. Mais pourquoi? Eh bien parce que l'eau retient bien mieux la chaleur que la Terre. Donc plus de surface d'océan, ce sont des océans plus chauds. Nos continents sont le résultat de centaines de millions d'années de mouvement des plaques tectoniques. Et dans le passé, la Terre a eu le droit à des supercontinents. Et nous, on veut des mini-continents. Et pour cela, on veut réchauffer le manteau. Un manteau plus chaud et plus dynamique, c'est plus de remontée de magma, soit plus de fissures et de séparation dans la croûte. C'est également plus de mouvements de convection, donc plus de poussée et de tirage sur les plaques, créant plus de zones de subduction. La subduction, c'est quand une plaque tectonique passe sous une autre et recycle la croûte. Si ce phénomène avait été plus fréquent sous les continents, ils auraient été fragmentés, réduits en taille et parfois même complètement engloutis. Bon allez, il suffit qu'à sa formation, la Terre ait eu une plus grande quantité d'éléments radioactifs, ce qui aurait permis de maintenir un manteau plus chaud plus longtemps. Et après, il nous suffira de laisser mariner et d'attendre 2025. On va placer Photon et Sarah, et ne t'inquiète pas, je viens te rejoindre dans pas trop long. Modification des paramètres de l'univers. Chez Sarah, tout semble paisible, pour l'instant. Dans notre réalité, la région du Bas-Saint-Laurent est protégée des ouragans par sa position nordique avantageuse. Mais dans cet univers alternatif que nous venons de créer, ceux-ci remontent plus fréquemment et plus loin au nord à cause de la chaleur accrue des océans. Et un des problèmes majeurs que subissent les résidents des côtes, c'est que les tempêtes tropicales n'ont plus de saisonnalité. Ici, dans notre réalité, la saison des ouragans dans l'Atlantique dure de juin à novembre avec un pic en septembre lorsque les océans sont les plus chauds. Mais chez Sarah, ils peuvent survenir quasiment à n'importe quel moment de l'année. Et c'est d'ailleurs une énième alerte qui dérange Sarah ce jour-là. Un nouveau cyclone se profile et après plusieurs semaines de belle météo sans nuages, les eaux du Bas-Saint-Laurent ont malheureusement atteint les 26 degrés Celsius requis pour le maintien des tempêtes tropicales. Votre nouvelle Terre est prête. Mais ce n'est pas tout, car cette alerte ne parle pas d'un seul cyclone, mais de deux. Et oui, parce que les conditions sont si propices à leur formation que ceux-ci peuvent se succéder en quelques minutes, voire coexister dans les mêmes bassins océaniques. Je vais peut-être aller faire mon tour sur le terrain tout de suite, avant que les tempêtes n'atteignent le village de Sarah. Et ce sera l'occasion parfaite pour vous expliquer comment ce changement a façonné l'histoire de la Terre et de l'humanité. Je parle du Bas-Saint-Laurent et du Québec, mais il faut se rappeler que dans cette réalité alternative, les continents que nous connaissons n'existent pas, remplacés par des continents bien plus petits et bien plus dispersés. Voici à quoi ressemble le petit bout d'Amérique du Nord sur lequel vit Sarah. Ce petit continent n'est en fait qu'un unique pays, le pays du Québec! Enfin, on l'a, notre pays! Enfin, il n'y a pas grand monde qui s'est battu pour ce petit bout de terre dans cette réalité-là, hein? Et si l'histoire de l'humanité est drastiquement différente, ce sont tout de même les mêmes ancêtres français de Sarah qui sont venus s'y installer, lorsque c'est devenu trop serré sur leur continent d'origine. Ce continent du Québec est suffisamment au nord pour être épargné d'une bonne partie des ouragans, mais avec sa taille réduite, un gros pourcentage de son territoire est composé de côtes. Sur d'autres continents, les humains ont appris à ériger leurs villes au cœur des terres pour éviter les dommages des tempêtes tropicales. Mais au Québec, le manque d'espace et de terres cultivables a forcé des générations d'habitants à risquer leur vie près des côtes. Et c'est un problème qui empire, car les conditions climatiques de cette planète rendent l'érosion des berges bien plus rapide. C'est à cause du passage fréquent des typhons, bien sûr. Entre le vent qui attise les vagues, les inondations côtières et les pluies torrentielles, l'érosion est un vrai enjeu dans cette réalité, bien plus que dans la nôtre. Le vent se lève, il va falloir qu'on aille se mettre à l'abri, Photon. C'est pour bientôt. Bonne chance à Sarah, hein?
Heureusement, la maison de Sarah, comme toutes les infrastructures, a été construite spécifiquement pour résister aux tempêtes. Mais au-delà des infrastructures, la problématique numéro 1 à laquelle doivent faire face nos humains alternatifs dans presque chacun de nos mondes est l'agriculture. Et oui, encore et toujours la nourriture. Que ces scénarios iraient bien si nous n'avions pas besoin de manger ou de boire. Nous en parlerons dans quelques instants. Voyons d'abord comment Sarah s'en sort avec ces 2 ouragans. Par chance pour Sarah, l'un de ces ouragans s'est défait en touchant les côtes de la Gaspésie. Aïe aïe aïe, les pauvres subissent toujours le pire des dégâts. Le Bas-Saint-Laurent ne sera pas épargné cependant, car le second cyclone remonte le fleuve dans sa direction. Arbres et toitures arrachés, pluies torrentielles battues par des rafales de 200 km, le fleuve se déchaîne autant que les cieux et des inondations soudaines engloutissent les routes. Sarah, elle, s'est réfugiée dans son sous-sol. C'est que les humains de cette réalité se sont habitués et ont construit de véritables bunkers hermétiques à l'eau et aux secousses dans leur sous-sol, plutôt que d'avoir à fuir à chaque fois. Quand la tempête se calme, les dégâts sont moins intenses qu'on aurait pu s'y attendre. Aucune voiture n'est renversée car chaque maison est dotée d'un garage protecteur. Les toitures sont presque toutes épargnées car elles sont construites pour être solidement accrochées aux armatures des bâtiments, qui eux-mêmes sont sur pilotis pour encaisser les vibrations tout en se protégeant des inondations. Sarah et sa maison sont saines et sauves jusqu'au prochain typhon. Mais la survie face aux ouragans n'est plus qu'une formalité dans cette réalité. Le vrai enjeu, c'est l'alimentation et l'accès à l'eau potable. Car les tempêtes tropicales, si elles sont défaites lorsqu'elles s'aventurent trop loin sur Terre, provoquent néanmoins la pollution des sols et des réserves d'eau douce. À chaque tempête, des quantités dramatiques de sel et d'autres polluants viennent les contaminer. L'agriculture et l'exploitation d'eau douce sont donc réservées au cœur des terres. Mais comme les humains, les plantes ont dû s'adapter. Oubliez les grandes forêts épaisses, place à des végétaux robustes aux racines profondes et au feuillage flexible, capables de se plier sans se casser. Après chaque tempête, la nature doit repartir à zéro. Ce sont donc des plantes poussant rapidement qui ont pris le dessus sur des berges. Des plantes poussant vite et résistantes au sol salé. Vous voyez où je veux en venir? Vous savez ce qui se passe quand un végétal poussant bien plus vite que les autres se retrouve dans un habitat dont il n'est pas natif? Et oui, ce végétal parasite l'habitat et bouleverse l'écosystème. Disséminées au cœur des terres par les vents, ces plantes profitent de l'arrivée du printemps pour pousser avant les autres et les étouffer. Sans compter que sur les terres contaminées par le sel, elles sont les seules à pouvoir survivre et n'ont aucune compétition. Et c'est ainsi qu'au fil des siècles, la diversité végétale diminue sur cette terre. Cultures, forêts, fruits, les espèces périssent les unes après les autres alors que les végétaux invasifs recouvrent tranquillement les continents. Et pour une fois, c'est l'intervention humaine qui vient sauver la nature. Car, pour survivre, ceux-ci n'ont pas d'autre choix que de trimer dur pour repousser ces espèces envahissantes et maintenir en vie une diversité d'espèces arboricoles ou légumineuses. Par chance, dans un monde si humide et chaud, le cycle de l'eau est plus rapide. Avec une évaporation accélérée, les pluies sont fréquentes et intenses, mais brèves. Cela aide ainsi les cultures à pousser à une vitesse accélérée. Le mot d'ordre dans ce monde est donc la rapidité. Tout va vite. Trop vite sans doute pour que je m'y sente à l'aise. Un autre échec donc. Ce n'est pas là la planète parfaite que je recherche. Mais pas d'inquiétude, mon aventure ne s'arrête pas là et je vous retrouverai sous peu sur tous les réseaux pour une nouvelle année remplie de réalités plus farfelues les unes que les autres. Et si les humains devenaient capables de voir toutes les ondes du spectre de la lumière, des ultraviolets aux infrarouges et même au-delà? Et si notre Lune était frappée par un corps céleste qui provoquait son explosion et qu'elle disparaissait pour toujours? Et si, à l'instar du docteur Frankenstein, j'étais moi-même en mesure de recoller les morceaux les plus avantageux de mes défunts cobayes, amis, et de les ramener à la vie?